Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on est dans une émission spéciale comme on fait régulièrement au fur et à mesure des sorties sur les ouvrages qui traitent de séries. Donc on est dans l'émission Livres en série et je reçois pour son livre qui vient de sortir tout récemment, à la fin du mois de septembre 2022, Antoine Bonnet. Bonjour Antoine. Salut Nicolas. Alors Antoine, vous étiez venu dans l'émission nous préparer, nous présenter, nous analyser la série Malcolm et votre travail a continué, il s'est étoffé. Un livre est depuis sorti qui s'appelle aussi Malcolm, l'anatomie d'un génie. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner la parole pour présenter cet ouvrage qui ravira celles et ceux qui ont aimé cette série, qui a encore d'ailleurs diffusé tous les soirs en prime time quasiment sur Gulli. Et aussi, l'idée, c'était de un petit peu comprendre à travers cette série, cette Amérique des années 2000 qui a été si prégnante par rapport à Obama, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, en premier, peut-être, Antoine, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pourriez nous faire une présentation assez exhaustive de l'ouvrage, sa genèse, son historique, comment il a mûri chez vous, et puis comment est-ce qu'on est passé de l'idée finalement à la réalisation? Alors oui, évidemment, c'est un livre qui vient donc de cette série que évidemment j'ai adoré quand j'étais plus jeune, comme beaucoup, c'est une série un peu culte, Malcolm, c'est une comédie un peu trash, un humour particulier et donc un univers qui est vraiment très très spécial, parce que c'est un univers assez noir. Mais le livre en lui-même, il est apparu l'idée d'écrire ce livre qui donc est sorti il y a à peine un mois, donc aux éditions Entre Mille, c'est un livre assez court, 200 pages à peu près. L'idée c'était alors tu y as contribué un petit peu parce que lorsque j'ai fait ce premier numéro de Histoire en série, ça a vraiment permis de structurer en fait toute la réflexion que je pouvais avoir d'analyse de cette série. Ça a vraiment structuré parce qu'une émission qui durait à peu près 1 heure, je crois, vraiment, et j'étais obligé un petit peu de mettre en ordre un peu toutes les idées que je pouvais avoir, qui étaient peut-être un petit peu qui arrivaient un peu en désordre. Et après, effectivement, il y a eu ce projet d'écrire ce livre sur cette série. Il y a eu le confinement, évidemment. J'ai pris du temps, j'ai revu en fait Malcolm à ce moment-là. C'est peut-être la 3e fois où là, je regardais de manière assidue le programme. Et c'était au moment aussi où il y avait les élections américaines et j'ai vraiment fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que j'ai vu que si on avait bien regardé cette série à l'époque, au début des années 2000, elle commence en 2000 et elle termine en 2006, on aurait compris beaucoup de choses maintenant. C'est-à-dire qu'on aurait compris comment est la société américaine actuelle et toutes les tensions, toutes les fractures, toutes les réflexions qu'elle peut avoir encore actuellement, même sous le mandat de Biden. Et donc, il y a ces deux choses-là. Il y a ton émission plus le confinement, le fait de revoir les élections américaines qui, en fait, me sont dit, puis j'ai regardé, il n'y avait aucun livre sur cette série. On n'aime pas du tout les comédies, en fait. On déteste les comédies puisque on les regarde avec un regard très, on va dire, c'est gentillet, mais on les analyse pas en fait. C'est des comédies et pourtant c'est le genre comédie. Voilà, si on parle de Molière, on va arriver c'est vraiment quelque chose qui travaille beaucoup la société, peut-être beaucoup plus que Game of Thrones ou Breaking Bad, qui sont des fictions fantastiques évidemment. Mais il y a 40 livres sur Game of Thrones. On analyse même les costumes dans Game of Thrones, mais il y avait aucun livre sur Malcolm et quelques-uns sur Friends et encore. Voilà. Et donc pourtant les comédies pour moi c'est un genre qui est très très pertinent en tout cas pour déceler tout ce qui est les structures sociologiques parce qu'on a du temps en plus dans les séries. Donc voilà un peu comment ce livre il a été conçu.
Ça nous laisse vraiment envie de le découvrir plus en détail parce que c'est vrai, vous l'avez dit, on néglige ces comédies, ces sitcoms aussi, comme vous l'avez rappelé, Friends aussi, qui disent beaucoup de choses. On a fait des émissions dessus avec des géographes et des sociologues d'ailleurs. On voit beaucoup de choses à travers ces séries-là, donc c'est vrai qu'il y a de quoi vraiment analyser et on va s'y atteler un tout petit peu aujourd'hui, histoire aussi de donner l'eau à la bouche aux auditeurs et auditrices et puis de l'idée de foncer vers la librairie de quartier la plus proche et d'aller découvrir vraiment cet ouvrage qui vaut le détour. Alors, la première question que j'allais vous poser, je vous l'avais déjà posée pendant l'émission et je renvoie d'ailleurs vers notre site internet histoireensérie.com pour aller retrouver cette émission, l'écouter parce qu'elle sera beaucoup plus développée bien sûr que ce qu'on va faire là, puisqu'aujourd'hui on est là pour vous donner envie de lire le livre. Euh, c'est intitulé Sociologie d'un génie. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Antoine? Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Le choix de couverture? Qu'est-ce que vous avez eu donné envie aux auditeurs? Sociologie d'un génie, enfin, ça fait référence à un livre d'un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Mozart, Sociologie d'un génie. Je fais le lien avec ce livre dans la constitution du génie, qui est la trame évidemment, puisque Malcolm est un génie, je le rappelle, il est dans le premier épisode, 165 de QI, il va dans une classe de génie, d'ailleurs à son grand malheur d'ailleurs, parce que lui il veut être normal. Et c'est le pitch de départ de la série. Et dans Norbert Elias, en fait, nous explique comment un génie apparaît dans une société et qu'il n'est pas nécessairement, comme pourrait nous faire croire le génie kantien, qui serait une espèce de don divin inné qui viendrait, il y aurait des gens qui auraient des facultés supérieures à d'autres. Et la série montre bien en fait que Malcolm apparaît dans un contexte favorable. Ce génie apparaît dans un contexte d'une famille déclassée qui est favorable effectivement à un génie, puisque les parents vont vraiment pousser, comme fait Léopold Mozart, pousser Mozart à être un génie. Et comme fait d'ailleurs Loïs, la mère de Malcolm, elle pousse son fils. Et même d'ailleurs, on découvre dans un épisode que toutes les connaissances qu'a Malcolm, en fait, elles proviennent du fait que les parents de son frère aîné étaient complètement abrutis, c'est Reese, et donc ils l'ont sollicité et que quelque part, dans le ventre de sa mère, c'est comme ça qu'il a acquis toutes ses connaissances et qu'il a développé cet intellect. Donc c'est quelque chose qui est plutôt une construction en fait, un génie. Et c'est pareil pour Mozart. Voilà, le Wolfgang arrivait suivait les cours de musique de sa sœur. Donc, il y a tous ces parallèles que j'ai fait entre les deux, que j'ai trouvé plutôt assez chouette. Et puis, il y a surtout le projet politique qui est derrière de la constitution du génie. Donc, c'est un peu ça aussi, pour ça que j'ai fait ce parallèle-là et que j'ai appelé comme ça ce livre, parce que il y a un projet politique dans Malcolm, qui est une série très, très politique, sociologique, mais très politique, puisqu'elle veut décrire la middle class, ça s'appelle Malcolm in the Middle, aux États-Unis, la middle class américaine, les déclassés, des gens appauvris, laissés complètement livrés à eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas du tout de structure sociale dans Malcolm. Ils sont seuls, ils se débrouillent, ils ont des problèmes d'argent, ce qui est assez noir d'ailleurs. Vraiment, c'est très poussé et en même temps tellement réaliste parce que on se retrouve en fait dans Malcolm et dans Friends d'ailleurs. On avait aussi déjà esquissé un petit peu ça. Dans les Simpsons aussi, on avait cette middle class américaine qui est en tension et qui nous explique la middle class américaine actuelle et la France aussi quelque part, parce qu'il y a peu de différences, en fait, il y a des différences, mais voilà, donc c'est pour ça que cette série m'a paru très pertinente pour ça. C'est sa visée un petit peu politique qui est derrière que je trouvais plutôt, et qu'on voit pas du tout, on rigole, on se marre bien devant cette série, mais si on creuse un petit peu plus, elle est beaucoup plus subtile qu'elle n'y paraît. C'est aussi là l'intérêt du podcast et des livres sur les séries, c'est d'analyser véritablement une des peut-être, on va dire, idées des showrunners qu'il y a derrière. Bien sûr, Malcolm a Bien été sûr. créé pour nous faire rire et c'est la fonction première. C'est d'ailleurs peut-être aussi avant tout pour ça qu'il est aujourd'hui diffusé sur une chaîne plutôt à destination des enfants et des adolescents. Mais derrière, effectivement, quand on regarde bien, on voit beaucoup de thématiques politiques et sociales. Alors, je voulais commencer par cet enjeu sociétal avec vous que vous montrez très bien.
cette idée qui est au cœur d'ailleurs aujourd'hui, je pense, de la vie politique américaine, des dernières élections, surtout entre Trump et Biden, par exemple. Mais on l'a vu aussi sous Obama, cette idée, vous l'avez dit, de cet appauvrissement, de cette déclassification, si on peut dire, de la middle class, de la classe moyenne américaine, qui sent que finalement peut-être le rêve américain, cet American Way of Life des années 50 à 80 a disparu. Ah, tout à fait. Et je ne connais pas une autre série, voire même film, qui le montre aussi de manière aussi crue, on va dire. C'est vraiment une famille mise à nu dans ce déclassement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un vrai déclassement social dans le sens où Hal, donc le père dans la série, provient d'une famille plutôt très aisée. On le voit dans plusieurs épisodes. Et au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de ses enfants, en fait, il y a un déclassement qui s'opère jusqu'à une pauvreté qui est assez d'ailleurs touchante. C'est assez, il est très noir. Il va jusqu'à ne pas se faire rembourser ses dents. Il a très mal et il va pas chez le dentiste. Il ne peut plus payer les frais médicaux. Et ils font un Noël avec des cadeaux faits main. Enfin voilà. Et c'est sous cette comédie, cet humour noir, qui est propre à tous les grands génies de la comédie, que ce soit Molière ou Chaplin, il y a toujours quelque chose qui est derrière, il y a toujours quelque chose de social et de sociétal qui est derrière. Et ben, ce déclassement, il est montré de manière assez subtile, puisque il y a aussi ce qu'on a pu voir dans les élections américaines, en tout cas dans ce ressentiment blanc, c'est-à-dire ces problèmes ethniques aussi. Parce que lorsqu'on est déclassé, ben, on choisit un bouc émissaire, voire un ennemi, et donc ça peut être aussi justement des conflits ethniques, et qui sont assez bien montrés dans la série aussi, dans le sens où justement Hal a des amis qui sont très souvent cette thématique-là qui ressort pour nous faire rire, évidemment. Mais on rit c'est de l'humour très noir, justement. On rit jaune parfois aussi, parce que derrière, le racisme est présent, on le voit bien, et on est toujours un petit peu entre les deux, et c'est ça qui est assez fort, parce que on a une grand-mère très raciste qui déteste les Noirs, et on a un Hal qui parfois peut se sentir exclu parce que ses amis, eux, ont réussi. On a aussi une élite noir qui est montré, puisque ses amis sont dentistes, avocats ou médecins, et donc Hal, lui, se sent déclassé aussi, et on peut comprendre en fait l'émergence d'un ressentiment blanc qui a été analysé par l'élection de Trump, avec des gens qui se sont sentis un peu déclassés socialement, et donc qui ont parfois voté pour un retour à une espèce de tradition, et contre l'immigration, contre les woke, voilà, toutes ces choses-là. Il y avait d'ailleurs un philosophe qui s'appelle Benjamin Berger, qui a écrit un texte dans Implication philosophique, qui est un blog philosophique sur la série, et notamment la dernière séquence. C'est aussi un des pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Il voyait une séquence raciste dans la dernière séquence, où c'est une espèce de blackface, toute la famille est noire, parce qu'il y a eu une explosion de merde, on peut le dire, c'est une explosion de merde. Il a vu cette séquence comme une espèce de blackface sur ressentiment blanc. Mais peut-être qu'il n'avait pas vu toute la série, et donc effectivement, au contraire, lorsque Loïs dit dans le dernier monologue de fin de série que je vais spoiler, où elle dit: tu seras président de la République parce que tu viendras de ce même milieu, tu comprendras comment nous vivons et tu nous défendras. On voit qu'il y a un projet politique de Loïs derrière depuis le départ, comme Léopold Mozart, qui a un projet politique. Mozart est un outil politique. C'est que la middle class soit représentée les plus hautes échelles. Il y a vu, lui, quelque chose le nous était plutôt un nous des blancs. Alors moi, j'y vois un nous des pauvres, plutôt de la middle class. Donc c'est pour ça aussi que je voulais répondre à ces choses-là. Et puis la série est ambiguë parfois, mais en même temps très clairement, au contraire, parfois antiraciste, et plutôt progressiste, on va dire. Mais en tout cas, j'ai voulu analyser cette série pour voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait être, voilà, les ambiguïtés, les tensions, parce que la série tend à montrer, je pense, justement la complexité de la middle class américaine.
Alors Antoine, vous avez commencé à l'évoquer, hein, cette idée aussi qui est importante et qui est peut-être, je ne vais pas dire de plus en plus marquée, mais en tout cas qui ressort dans les années 2010. C'est l'idée du racisme aux États-Unis. On a vu le mouvement Black Lives Matter, on a vu bien sûr les événements tragiques suite à la mort de George Floyd et d'autres avant lui. Et donc là, on se situe vraiment dans une série, vous avez commencé à l'évoquer, qui met en avant on va dire, cette grosse faille quelque part de la société américaine qui est de plus en plus peut-être clivée et clivante sur cette thématique du racisme, malgré l'élection à l'époque d'un président noir, Obama. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a tous pris une énorme claque lorsque Trump a été élu. Et on se rappelle d'ailleurs que ce n'était pas du tout évident. Et on se rappelle de ce matin, chacun d'entre nous, en tout cas en Europe, on a mal compris ce qu'étaient les États-Unis. Et si on avait regardé Malcolm plus attentivement, on aurait été moins surpris, en tout cas, et on aurait mieux compris, je pense. Oui, il y a cette question, effectivement, ces tensions raciales. Il y a plusieurs épisodes qui le montrent très bien. Et il y en a un notamment où Hal est invité à une partie de poker avec son meilleur ami qui s'appelle Abe, qui est noir, et tous les autres sont noirs. Et il manifeste une espèce de mécontentement au fur et à mesure des parties parce qu'il se sent exclu à chaque fois. Et donc, nous, le racisme, évidemment, on voit la couleur de peau. Et on se dit qu'il se sent exclu parce qu'il est blanc. Et donc, il serait victime d'un racisme anti-blanc, qui est quelque chose qu'on entend très souvent en France aussi. Mais au fur et à mesure à la fin de l'épisode, il est mécontent parce qu'il se sent exclu, parce qu'il, lui, est salarié et que les autres sont des indépendants. Et sont des gens à leur compte. Et que c'est à ce titre-là. Donc, c'est à titre social qu'ils se sont exclus. Et c'est très subtil parce que la série nous prend par la main vers du racisme pour mieux nous faire arriver vers des problématiques qui sont essentiellement sociales. Et la série veut effectivement nous montrer ça. Il y a un autre épisode qui est aussi assez éloquent, et la saison 3 que je vous invite à voir parce que la saison 3, elle est vraiment, vraiment très bien écrite. Et elle met les pieds dans le plat à ce moment-là. C'est un autre épisode où il y a effectivement une affiche avec un noir qui serait homme de ménage, avec qui on se moque. Et il y a un débat entre Loïs, qui trouve ça scandaleux, cette affiche, parce que on ne dégrade pas des gens noirs, voilà. Et Malcolm qui feint de affronter sa mère sur ces questions-là. Et elle prend à partie justement tous ses amis noirs en disant qu'est-ce que vous en pensez? Et eux-mêmes la renvoient dos à dos les deux. C'est très drôle. C'est les amis donc noirs renvoient dos à dos les deux en disant voilà, on est encore en train de régler leurs problèmes existentiels des blancs. Et voilà, il renvoie dos à dos racisme et antiracisme, et c'est très subtil. J'ai jamais vu ça dans aucune autre fiction. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que Hal prend parti, se joue aussi l'espèce de descendant d'esclaves noirs aussi, en chantant une chanson d'esclaves noirs. Enfin voilà, toutes ces tensions-là, elles sont très très bien montrées. La série prend parti quelque part, elle est plutôt progressiste, mais en même temps montre qu'il y a une complexité. Et la comédie est géniale pour ça, c'est qu'elle repousse les limites, et donc elle se permet tout, et on pardonne tout au clown. Donc c'est pour ça que les comédies sont très très fortes et puissantes sociologiquement dans la fiction, peut-être plus que les drames, puisqu'on pardonne tout, on repousse les limites, et c'est quelque chose qui est à la fois jubilatoire et passionnant, quoi. Avec cette idée, vous l'avez dit, de cette Amérique qui est de plus en plus clivée autour peut-être des démocrates et républicains, mais j'allais dire aussi peut-être des partisans de Trump qui ressemblent peut-être plus large finalement que les démocrates, que les républicains, et puis de l'autre côté, les démocrates, bon ton, peut-être qui n'ont pas vu venir ce déclassement de la middle class qui est quand même un vivier de vote chez eux, surtout la middle class urbaine. Donc on voit finalement un peu tout ça, cette opposition Trump-Obama, cette opposition aussi républicain-démocrate, si on peut dire, et puis peut-être cette idée aussi d'une Amérique trumpiste qui est peut-être le revival d'une Amérique plus rurale face à une Amérique urbaine finalement, qui était plus démocrate et qui a peut-être perdu un peu de sa superbe. Et ça, on le voit dans Malcolm. Tout à fait, et effectivement, et on le voit très clairement. Et ce qui est assez le créateur de la série, c'est Linwood Boomer, donc qui est l'Adam Kendall de la petite maison dans la prairie, celui qui était aveugle, le mari de Marie justement, a créé cette série. Alors il explique que c'est
vraiment, il se base beaucoup sur sa biographie à lui. C'est son voilà dans le sillage des Simpsons un peu hein, vraiment. Là, effectivement, il y a ce clivage entre l'Amérique rurale, la petite maison à la prairie, et une Amérique urbaine qui est quelque part pris en tenaille hein, entre cette élite et cette ruralité. Et donc, voilà, et c'était très bien posé par un journaliste c'était du Times, si je ne dis pas de bêtises, qui parlait de la série et qui disait, voilà, j'ai peur, j'adore la série, mais en fait, la famille de Malcolm est potentiellement un électorat Trump, pour plein de raisons. Bon, pour démonter un petit peu son argumentaire en disant finalement la famille de Malcolm est plutôt abstentionniste. C'est pour ça que je termine le livre par une espèce de... Je pose une question s'il ne serait pas effectivement les abstentionnistes, voire une espèce de série anarchiste, parce qu'ils travaillent beaucoup sur le pouvoir et sur les différents niveaux de valeur. Mais effectivement, on voit bien que c'est une famille qui pourrait très bien basculer ou qui pourrait très bien voter au Trump ou Obama. C'est assez difficile. Et Linwood Boomer est assez intelligent pour ne pas nommer cette famille. Elle n'a pas de nom. Alors, ça s'appelle Wilkerson, parce qu'on voit sur le badge de Francis, le grand frère qui s'appelle Francis Wilkerson, mais elle n'est plus du tout nommée. Et même à la fin, il s'appelle les no last names, ceux qui n'ont pas de nom, hein, de nom de famille. Donc, on ne nomme pas, on ne sait pas trop où ils habitent vraiment. Ils habitent peut-être en Californie. Il y a eu des études qui ont été faites par des geeks qui ont essayé de quasiment chronométrer, de savoir les temps de trajet pour savoir où est-ce qu'ils habitaient, mais on ne sait pas où ils habitent vraiment. Donc, on peut s'identifier. Et puis, Malcolm nous parle, puisqu'il y a le quatrième mur qui tombe, elle nous prend à partie souvent. Il y a vraiment ce lien qui est fait parce qu'il nous parle à nous, et c'est vrai qu'on a tendance parfois à se retrouver dans chacun des personnages, chacune des situations, nous, la classe moyenne, qui sont en fait majoritaires, hein, quelque part. Et là-dessus, c'est vrai qu'il nous fait basculer de l'un à l'autre et nous pose question, en tout cas, nous pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions tout au long de ces 150 épisodes. C'est vrai, Antoine, que si on vous suit, effectivement, on voit bien dans tous ces épisodes qu'il y a beaucoup de thématiques importantes, hein, des choses à voir, à revoir. D'ailleurs, vous l'avez dit, parce que souvent, peut-être on l'a regardé avec un regard qui était un regard avant tout fan de la série en tant que comédie, mais on voit des choses derrière. Et j'aimerais que pour finir un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que c'est prégnant, on se pose beaucoup de questions dessus. On a parlé du déclassement social. J'aurais aimé aussi que vous nous montriez un petit peu comment on voit cette Amérique au moment de la crise des subprimes, au moment où finalement cette classe moyenne prend de plein fouet cette crise économique qui a débuté à cette époque-là, à la fin des années 2010, et qui se poursuit sous d'autres effets aujourd'hui, d'ailleurs jusqu'en Europe. On ne se souvient pas, mais c'était une époque très, très, très difficile, et surtout dans une société où l'État-providence, finalement, comme aux États-Unis, n'est pas très présente. Beaucoup de gens ont réellement souffert de cette politique très libérale américaine. La crise des subprimes, elle peut symboliquement marquer une espèce de fin du rêve américain, parce que les subprimes, c'est l'accession à la propriété qui, pour tout le monde, est dans un pays où il y a le rêve américain, le self-made man, c'est-à-dire que si chacun travaille durement et respecte des valeurs, alors religieuses, éthiques, tout le monde peut, à sa chance, aux États-Unis, pour pouvoir accéder à un logement, à une vie décente. Et les subprimes ont montré en fait quelque part l'espèce de vide qui était en fait derrière ce rêve, puisque ça reposait financièrement, en tout cas économiquement, sur quelque chose qui était complètement faux et qui s'est complètement écroulé. Et à travers ça, effectivement, s'est écroulé aussi le rêve américain. Et Malcolm le montre très bien, puisque c'est aussi toutes les valeurs, avec cet effondrement du rêve américain, c'est toutes les valeurs qui sont derrière, qui sont moqué, mis à mal, que ce soit l'Église, qui est, il y a deux épisodes notamment qui sont très très drôles où la famille de Malcolm, en fait, les enfants sont scolarisés dans une école religieuse et évidemment chacun voilà, et c'est vraiment c'est très très drôle comme l'Église est vraiment moquée en long, en large, en travers, en diagonale, mais tout au début toutes les religions déjà sont moquées
deuxième épisode. L'Église, effectivement, les valeurs aussi du travail. Le travail, Hal, on ne sait pas trop ce qu'il fait comme travail. Il est méprisé au fur et à mesure de la série. Plus ça va, plus il est méprisé. Alors qu'il est plutôt au départ une espèce de golden boy. Hein. On voit bien il y a un épisode où on voit toute son histoire. Voilà, la famille, ils ont une super belle maison et au fur et à mesure, ça va s'écrouler et puis personne ne les aide. Donc effectivement, il n'y a pas d'État. Si tout s'écroule, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus la police, l'armée, le travail, le mérite, la famille surtout. L'école était vraiment moquée, le savoir est moqué, hein, évidemment. Et la famille, les valeurs américaines, c'est vraiment s'il y avait une valeur qui était complètement détruite. Fraise l'a fait déjà pas mal, mais Malcolm aussi, c'est voilà, l'autorité paternelle, la mère aimante, c'est vraiment l'antithèse de la petite maison à la prairie, hein, qui est montrée de manière, je pense, consciente. Hein. C'est-à-dire, on prend tous les personnages et on prend leur exact inverse, et leur rêve devient un cauchemar. Effectivement, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus et c'est vrai que la série, même si on le voit, je veux dire, sur l'image, elle peut avoir vieilli, mais sur son message, elle n'a pas vieilli là-dessus et c'est pour ça que votre livre est si important à mon avis parce qu'en plus, il est, vous l'avez dit, assez bref, il se lit très rapidement et il donne envie de vraiment se replonger là-dessus. Alors, c'est une série, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve facilement, hein, vous l'avez sur sur Gulli et sur le replay de Gulli, donc c'est sur une chaîne, on va dire, publique et gratuite, en tout cas française, hein, c'est pas sur une chaîne à péage. Et donc, cette idée-là, elle est importante. Alors peut-être, hein, pour finir, Antoine, cette idée d'avoir amené votre projet jusqu'au bout, vous l'avez dit très gentiment d'ailleurs, Histoire en série y a participé indirectement en vous ayant invité, et c'était déjà une super mission, mais est-ce que ça vous a donné l'envie de continuer à travailler déjà sur les séries et puis peut-être nous teaser, est-ce qu'il y a d'autres projets derrière à venir? Alors oui, j'ai déjà en fait publié un livre aux éditions Deboc qui est un livre plutôt de philosophie sur les séries, donc à travers les 16 séries. Alors il y a Malcolm dedans où je travaille plutôt sur la question justement du génie de l'art, de la création, mais ça peut être la question du pouvoir et du souverain dans Game of Thrones, la question de la lutte des classes pour Colombo, enfin voilà, plein de séries, la question de l'inconscient dans Twin Peaks, par exemple, qui est sorti en août dernier. Et la suite un petit peu de ce livre sera une analyse plutôt sociologique. Donc, je reprendrai effectivement chez Malcolm la question du déclassement social, mais on peut aussi y retrouver d'autres thèmes et d'autres séries que je vais aborder. On peut trouver la question de la violence mais c'est plus la question de la sociologie, hein, ce qui est un peu le prolongement de ce livre. La question de la violence dans Walking Dead, la violence légitime ou la violence illégitime, et puis d'autres thématiques, l'habitus de Bourdieu dans Gossip Girl, par exemple, voilà, ou la question de la résilience dans Princesse Sarah. Je m'amuse beaucoup à aller chercher des séries, je dirais, qu'on pense pas sérieuses, qu'on pense futiles et qui en fait me semblent peut-être plus riches parfois que les grands drames et les grandes tragédies qui ont été analysées très bien d'ailleurs, voilà, comme Game of Thrones, qui a eu une littérature assez énorme là-dessus. Je m'amuse à aller voir un peu des choses qui sont voilà, moi j'adore les pop studies, c'est-à-dire l'étude de la culture populaire, et donc il y a des choses qui nous ont nourris en fait, et que j'essaie de voir en fait de quoi était la substance de cette nourriture. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Bonnet. On suivra, hein, Merci à vos toi. travaux avec un grand intérêt. Et puis, bon, mais n'hésitez pas à revenir nous présenter sur vos prochains ouvrages dans Livre en série. Et surtout, pourquoi pas faire une autre émission dans le podcast lui-même, Histoire en série. Ça sera vraiment très intéressant. Alors, pour les auditeurs et auditrices, hein, on a mis toutes les références de l'ouvrage dans notre site internet histoireensérie.com. Et vous aurez d'ailleurs le visuel de l'ouvrage, hein, de Antoine
Antoine Bonnet que vous n'hésitez pas à aller acheter très très rapidement. C'est une petite lecture vraiment très très sympa et qui permet de faire un petit point, vous l'avez dit, sur la socio, l'économie, voire la politique américaine. Ça permet aussi de s'interroger, vous l'avez dit, sur le message que peuvent faire passer des séries aussi, des séries de grande écoute, hein, comme celle-là, dont c'est peut-être, vous l'avez dit, et c'est très amusant de votre part, pas la fonction première. Merci vraiment Antoine, et puis à bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Endless on